Alors maintenant, on a vu les objectifs, on a vu les cibles. Vous avez posé des questions qui étaient bien en lien avec ces deux sujets-là, dans comment ont-ils atteint leurs objectifs. Moi, j'en profite pour avoir une petite réflexion sur la présentation que l'on a eue. Lorsque j'ai parlé des objectifs SMART, vous avez en fait répondu à plusieurs de ces objectifs. Mais de mon point de vue, il y en a au moins un qui n'a pas été dit. En tout cas, il doit exister, mais il n'a pas été dit. C'était l'objectif temporel, c'est-à-dire sur quelle période vous aviez décidé d'atteindre votre objectif, et quantitatif. Donc, j'ai cru comprendre que votre objectif, c'était 5000 BD diffusés. Or, en fait, dans votre objectif, vous aviez marqué sensibiliser les jeunes. Du coup, on pourrait s'attendre à un objectif, un indicateur plutôt du style tant de jeunes ont été sensibilisés, par exemple. Mais c'est pour faire un exercice que je me permets de faire ces petites remarques, puisque d'après ce que, en ayant discuté avec Clément, ça a été défini. Mais voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand on voit une action de communication. Quels sont vos indicateurs? Comment vous allez mesurer? Est-ce que de mesurer le nombre de BD, c'est le bon indicateur? Et sur quelle période l'on parle? Alors maintenant, on va parler des messages. Qu'est-ce que c'est un message? C'est quelque chose qui est quand même très important. En fait, quand on dit qu'il faut définir ses messages par rapport à ses objectifs et sa cible, la question à se poser, c'est de quoi je parle? De quoi j'ai envie de leur parler? Quel va être le contenu de ma communication par groupe cible? Et en fait, c'est assez important puisque si on reprend par exemple l'exemple de la bande dessinée, on a vu que cette bande dessinée, elle était composée de 5 chapitres en lien avec les actions, mais on peut se dire c'était quoi le message? De quoi on voulait parler aux jeunes? Est-ce qu'on voulait leur dire il faut supprimer les seuils puisque comme ça les poissons pourront batifoler? Voilà, ça c'est un message par exemple. Supprimons les seuils pour redonner vie aux poissons ou redonner vie à la rivière. Alors, très important de toujours savoir de quoi on parle quand on fait une communication. Est-ce que ces messages répondent aux besoins des différents groupes? Comment on va les exprimer? Par des mots, des images? Ben là, c'était des images, c'était une bande dessinée, des dessins, des graphes. Est-ce que ces messages sont clairement identifiables? Est-ce que ces messages correspondent aux besoins des différents groupes cibles? Est-ce que ces messages cadrent avec les objectifs? Et est-ce que les différents messages sont cohérents les uns par rapport aux autres? En fait, si vous faites plusieurs actions de communication, il faut veiller à ce que vous ayez des messages qui ne se contredisent pas. Donc, c'est important d'avoir une vision globale de toute votre communication et pas action par action pour être sûr que vous ayez des messages qui se répondent les uns les autres. Donc, toujours dans de quoi je parle. En fait, pour définir un message, on va privilégier donc un message unique et simple par action de communication. Ensuite, on va définir un message primaire et éventuellement un message secondaire. Alors, le message primaire, c'est un message clé en lien avec le projet. Et le message secondaire, et en fait, ça va être ce message primaire, mais qui va être adapté en fonction des cibles. Votre message primaire, ça va être supprimer les seuils, c'est bon pour la rivière. Votre message secondaire, ça va être c'est bon pour la rivière et les propriétaires riverains pourront se baigner. Bon, je donne un exemple qui est un peu farfelu, mais voilà, c'est un exemple. Ça permet de cibler un peu plus votre message. Ensuite, veillez à utiliser un ton et un langage adapté à chaque groupe cible. Assurez-vous que les messages soient connus et utilisés par tous les émetteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire déjà que vos messages soient connus au moins par tout le personnel de votre structure. Ils sont aussi connus, par exemple, de l'agence de l'eau, qui peut aussi émettre des messages, qui peut émettre de la communication. En fait, voilà, il faut que vos messages soient non seulement connus de votre cible, mais également de ceux qui sont censés relayer vos actions. Et puis quelque chose quand même qui est important, c'est de répéter, répéter, répéter et enfoncer le clou. C'est pour ça que je vous mets à chaque fois objectif, cible, message, moyen. Objectif, cible, message, moyen. Objectif, cible, message, moyen. Alors, comment je vais définir ce message? Il faut qu'il soit simple. Première chose,
Vous le faites pas forcément seul, vous pouvez le faire avec l'équipe du syndicat, voire avec des représentants de vos cibles. Définissez des mots-clés, en fait, que vous allez répéter tout au long de votre projet. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de mots-clés différents, trop de concepts différents. Vous utilisez des mots-clés, vous les martelez, vous les mettez sur votre site internet, vous le mettez dans vos plaquettes, vous les exprimez lors de réunions. En fait, il faut que vos mots-clés soient toujours les mêmes et répétés, répétés, répétés. Ensuite, pour définir un message, l'idée, c'est d'avoir un titre, une phrase courte, qui est un sujet, un verbe, un complément, et le sujet qui fait l'action. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va éviter de parler à la voix passive. On va dire les propriétaires riverains vont avoir une meilleure rivière et non pas les propriétaires riverains vont comment dire seront impliqués dans la mise en œuvre de quelque chose. C'est un peu trop passif. Ah, je suis allée trop vite. Ensuite, une fois que votre titre doit faire 100 caractères maximum, sinon c'est trop long et on peut pas. Le cerveau en fait retient facilement 100 caractères. Plus, ben, c'est qu'on est vraiment intéressé et qu'on rentre dans le détail. Le contenu, pareil, il doit être assez court. Il doit être fait de phrases courtes et qui répondent à qui, quoi, où, quand, comment. On en revient à ce qu'on avait dit précédemment, les 5 W ou les Q, 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 C, O, Q, Q, P. Donc, je ne me souviens jamais la logique exactement, mais chaque phrase courte et votre texte qui répond à qui, quoi, où, quand, comment. Ensuite, allez directement à l'idée essentielle. Quand vous faites une communication, ne gardez pas l'idée principale pour la fin de votre communication, mais vous la mettez dès le début. Ça fait partie de votre message. Et enfin, à retenir, un bon message est court, concis, clair, complet et compréhensible. L'idée, quand même, c'est qu'il soit lu ou bien écouté et surtout compris par tout le monde, et principalement par votre cible. Alors, on va faire un autre petit exercice, c'est les mots qui fâchent et les mots qui dialoguent. Donc, vous allez prendre quelques minutes pour, quand vous faites une communication, d'après vous, quels sont les mots qui vont fâcher vos cibles ou quels sont les mots qu'il faudrait mieux utiliser pour attirer leur attention et éventuellement leur faire passer votre message. Alors, je prends connaissance des mots qui fâchent et je vois vous devez, effacement, obligation, protection. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi protection fâcherait? Obligation, seuil, arasement, destruction, ça c'est sûr. Action réglementaire, inondation, interdiction, écologie, action de police. Les mots qui dialoguent. Quel est notre objectif commun? Agir ensemble. Qu'en pensez-vous? Co-construction, concertation, collaboration active, travailler ensemble. Et côté les mots qui fâchent, alors là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les mots qui dialoguent. De mon point de vue, ça manque un tout petit peu de mots en lien avec la rivière. Donc, on va voir par la suite. D'accord, protection, car il y a un sentiment de mise sous cloche. Ok. Ah, une rivière qui chante dans les mots qui dialoguent, c'est pas mal. Rivière sauvage, préserver l'eau servira à tous. Avec le changement climatique, on est obligé de mettre toutes nos compétences en commun, redonner vie à la rivière. Voilà, ça, ce sont, je pense, des mots qui dialoguent. Ok, ben je vous remercie. Ah, encore quelqu'un qui écrit, puis ensuite je continue. Vivre avec son environnement. L'eau, c'est la vie. Ok, très bien. Ben, c'est bien. Vous êtes au point.
Alors, les mots qui fâchent, cette diapo est issue en fait d'un document qui s'appelle Guide méthodologique restauration des cours d'eau, communiqué pour se concerter, que vous trouverez à l'adresse indiquée sur le site, sur le centre de ressources cours d'eau. Donc en fait, les mots qui fâchent, vous les avez vraiment tous bien identifiés: arasement, démolition, destruction, suppression. Et puis il y en a, ils fâchent uniquement parce que en fait, ils veulent pas dire grand-chose ou c'est trop compliqué à comprendre, tels que écologie, hydromorphologie, ripisylve. Alors les mots qui dialoguent, c'est la rivière. C'est en fait la rivière dans son bassin, et puis après, ça va être tout ce qui va concerner aussi le patrimoine, l'attrait. Donc la rivière, redonner vie, dynamique, vous en avez donné des très bons tout à l'heure. Présence de poissons, végétation des berges, la rivière dans son bassin, à quoi sert l'eau, où va-t-elle, quelles sont les actions pour réduire la pollution, par exemple, ça peut permettre de dialoguer, on va améliorer la qualité de l'eau. La préservation, le patrimoine, l'architecture, l'attrait touristique, le développement durable du territoire, les gains pour la vie, voilà, redonner vie. Pensez-y lorsque vous définirez vos actions de communication, d'éviter d'utiliser des mots qui sont soit incompréhensibles, soit qui peuvent faire peur. Et essayez de rester dans un cadre plutôt de mots qui facilitent la communication et qui parlent aux gens. Et là, donc, le langage à privilégier, ça va être la première chose, ça va être la proximité. En fait, dites-moi ce que ça change pour moi. Dites-moi quel est l'impact pour moi. Dites-moi ce qui va se passer pour moi. Et utilisez des mots, les mots des gens. Parler de la rivière, en fait, qui est à proximité. La proximité, c'est un des éléments fondamentaux, en fait, de la communication. Ensuite, la pédagogie, mais je pense que ça, c'est quelque chose déjà que vous pratiquez régulièrement. Expliquer, traduire les concepts compliqués en langage simple, éviter le jargon. Le sensoriel, ça c'est important aussi, le sensoriel. Perception, ça donne une perception en fait de la rivière. La sentir, la visiter, la qualité, les enjeux patrimoniaux, la perception identitaire. Par exemple, nous les propriétaires ou vous les propriétaires. Et puis le factuel. Expliquer concrètement en quoi consistent les aménagements, montrer les plans, par exemple, donner des calendriers et après le chantier, montrer les résultats. Et le message de cette rubrique, les messages, c'est limiter le jargon technique et rationnel. Rester dans le sensoriel, la proximité, la pédagogie et le factuel. Et là, on va illustrer du coup par un cas concret, avec Clémence, un cas concret de comment on peut montrer ce qui s'est passé après les travaux, ou bien, parce que ça sera un cas tout à l'heure, et là, du coup, comment elle a fait pour discuter avec les propriétaires riverains en étant à proximité. Donc, Alors j'en profite, je ne sais pas si vous avez vu dans le fil de conversation, je vous ai remis des prix pour les impressions en 5000 exemplaires et aussi pour le publipostage pardon, pour 900 envois. Alors les rencontres individuelles, l'objectif premier, c'était pouvoir intervenir chez les propriétaires pour faire des des travaux de restauration de la continuité écologique. Notre objectif, c'était 15 ouvrages à restaurer. C'est là où on va parler beaucoup des levées de boucliers, parce que c'est vrai que quand dans la vallée, ça s'est ébruité, qu'on allait faire des travaux de restauration de la continuité écologique, c'est là qu'on a eu énormément d'associations sur la préservation du patrimoine qui s'est levé, et au début, ça a été très compliqué. Donc, pour les moyens, c'est du temps, du temps, du temps et encore du temps. Pendant 2 ans, voire même 3 ans, on a été deux, et ils ont été deux parce que je n'étais pas toujours sur le projet, à y aller toutes les semaines pratiquement, aller revoir les propriétaires, rééchanger avec eux pour les apaiser. Voilà, ça a été énormément d'échanges, des coups de téléphone réguliers, etc. Pour les outils utilisés, voilà, comme je vous ai dit, des rencontres individuelles. Dans un premier temps, on a fait des réunions publiques. Dans la vallée, donc là, c'est la commune dont je parle essentiellement, c'est la commune d'Avalon, une des plus grandes communes
du Morvan, où la plupart des gros travaux de restauration ont lieu. Et donc au début, on a fait des réunions publiques où toute personne était invitée, pas forcément les propriétaires de moulins, pour faire connaître le projet, qu'est-ce que c'était, pourquoi on faisait ça, avec quels moyens, pendant combien de temps, comment ça va se passer, etc. On a vraiment tout mis sur la table. Je ne vous cache pas que les dernières réunions publiques ont été très compliquées parce que dans un premier temps, ils venaient chercher l'information, mais une fois que l'information était acquise, c'est là où on a eu les premiers levées de boucliers avec notamment une association en fond de salle qui était là, plus avec des arguments, des contre-arguments euh, en faveur de la restauration de la continuité écologique. Lors des rencontres individuelles, nous, on a fait le choix, dans un premier temps, de faire une étude sur chaque moulin pour prendre en compte voilà, comment il était, le plan avant et aussi les scénarios possibles. Donc, on est venu avec nos plans vers les propriétaires et aussi avec notre clé de choix. Donc, on avait une clé de choix parce que le projet LIFE nous demandait aussi d'être assez ambitieux dans la restauration de la continuité écologique. Du coup, la clé de choix, c'était donc pour savoir le barrage est dans quel état, est-ce que les propriétaires se servent encore du droit d'eau et donc de l'eau en tant que telle, du barrage, etc. Euh, Alors, je sais pas, il y a un problème de présentation. Je sais pas si vous pouvez voir Julie ou Natacha. Donc voilà, je reviens à ma clé de choix. Du coup, on a demandé au propriétaire, voilà, s'il avait une utilité de son barrage, s'il l'entretenait correctement, s'il voyait des poissons passer. Il y a aussi l'ONEMA qui est venu à l'époque, donc qui est venu sur place pour voir s'il y avait une certaine continuité écologique qui pouvait se faire. Voilà, tout ça a été mis sur voilà, sur la table. Et donc, par rapport à ce que le propriétaire nous faisait comme retour, nous, on a fait quelques scénarios possibles de restauration de la continuité écologique. Et donc, on est revenu régulièrement avec ces différents scénarios. Et quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est le photomontage. Parce qu'il y avait énormément de propriétaires qui avaient du mal à s'imaginer de comment ça allait devenir leur paysage de tous les jours qu'ils voient par la fenêtre du salon. Donc la photomontage, pour nous, ça a été voilà, l'outil qu'il fallait prendre avec nous. Donc le résultat, alors les travaux, il y a eu 14 travaux réalisés. Donc j'ai mis sur 15, finalement non, c'est sur 17 parce qu'on a eu l'opportunité d'en faire 2 autres. Donc il y en a 3 en gros, hein, 3 propriétaires qui nous ont abandonnés en cours de route. Mais sinon, c'est plutôt des résultats assez satisfaisants et qui sont pourtant un peu mitigés. C'est vrai que la perception de la plupart des propriétaires ont beaucoup changé. Il y avait des propriétaires qui, à la base, étaient contre nous, qui maintenant nous épaulent beaucoup sur d'autres travaux de restauration et qui nous font même de la pub. Mais pour autant, on a toujours dans la vallée le petit panneau que vous voyez sur le bas de la présentation avec écrit Stop à la casse des moulins, donc édité par l'association de protection du patrimoine bâti. Sinon, sur les recommandations, moi je vous conseille vraiment de faire un photomontage. Alors, nous on avait quelques maîtres d'ouvrage qui en ont fait, donc on l'a demandé dans le cahier des charges en fait de l'étude préalable aux travaux de faire des photomontages. Et comme au début on n'y avait pas forcément pensé, on en a fait nous en interne. Bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas non plus magnifique, mais au moins ça permet aux propriétaires de se rendre compte vraiment de ce que ça allait devenir. Donc là, vous en avez un exemple en bas à droite. Celle-ci a été faite par exemple en interne, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pas de l'eau qui coule vraiment, mais au moins on s'en rend compte.
Et aussi, ça demande vraiment d'anticiper les actions de communication. Nous, on s'y est pris à peine tard parce qu'on ne pensait pas avoir autant de levées de boucliers. On a mis quand même un an en gros de concertation en plus de ce qu'on avait anticipé. Et donc voilà, il faut vraiment communiquer vraiment en amont, prendre le temps de parler aux propriétaires, parce que c'est vrai que nous on a fait beaucoup d'allers-retours, parce qu'une fois on allait voir les propriétaires qui étaient vraiment avec nous pour faire les travaux, etc. Et la fois d'après, on savait qu'il y avait l'association de protection du patrimoine bâti qui était venue entre deux, monter un peu les arguments qu'on avait donnés aux propriétaires, etc. Euh, donc c'est pour ça aussi que le projet LIFE a été repoussé d'un an et demi. C'est essentiellement à cause de ça. C'est parce que nous, on avait mal anticipé ces moments d'échange avec les propriétaires. Et ces moments de concertation, voilà, de sensibilisation et d'échange avec le propriétaire, il faut vraiment l'avoir tout au long du projet, du début à la fin, et même pendant les travaux. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller le voir, lui montrer ce qui se passe, pourquoi il a une grosse pelle dans sa rivière, lui expliquer s'il est bien fait ou pas de la pelle dans le cours d'eau, etc. Il faut vraiment alimenter ce climat de confiance. Pour moi, l'échange et la rencontre individuelle avec le propriétaire, c'est une des choses essentielles de pourquoi le projet Life a une telle réussite. C'est vrai qu'on a beau faire des outils de communication, etc. Si, enfin, si on y va, si on n'a pas cette rencontre, même avec tous les meilleurs outils du monde entier, on n'arrivera pas à faire quelque chose en faveur de la continuité écologique. Voilà sur ce que j'ai à dire là. Je ne sais pas si on passe aux questions du coup. Alors, il y a eu 17 propriétaires rencontrés. Enfin, 17, il y en a eu moins que ça parce qu'il y en avait plusieurs propriétaires qui avaient plusieurs moulins. Et il n'y en a eu que 3 qui ont décidé de pas nous suivre. Dont un, il a décidé de ne pas nous suivre parce que le NEMA avait aussi décrété que par exemple la truite Fario passait, donc on n'avait pas besoin de faire des travaux spécifiquement sur ce moulin-là. Ça a été animé en interne, au début par les chargés de mission du projet, et ensuite on avait à nos côtés le maître d'œuvre. On avait fait des réunions, alors pas spécifiquement avec tous les propriétaires, mais avec, enfin vraiment au grand public, c'était ouvert à tous, même les riverains qui sont à côté du propriétaire du seuil, etc. Il y avait aussi la particularité, pardon, qu'il y avait des seuils qui appartenaient à la commune. Du coup, c'était important que toute la population soit impliquée. À votre avis, vaut mieux les rencontres individuelles ou communes? Pour moi, il faut les deux. Parce que je pense que il ne faut pas que ce soit vraiment centré que sur le propriétaire du seuil. Comme j'ai dit avant, c'est important aussi que les voisins sachent ce qui se passe à côté de chez eux, dans leur quartier. Donc pour moi, c'est bien de commencer par des réunions ouvertes à tous pour savoir ce qui va se passer dans la vallée. Et après individuel, donc c'est des rencontres, même c'est des appels téléphoniques, hein, mais c'est un échange constant avec le propriétaire pour savoir où en est le projet, combien ça va coûter, est-ce que lui il va devoir sortir des sous de sa poche, qu'est-ce que ça va devenir, dans combien de temps, etc. Combien de personnes pour le projet tout entier et la rencontre des propriétaires? Alors nous, on était 2 chargés de mission sur le live et ensuite il y a eu le maître d'ouvrage. Alors il y a eu des visites groupées de propriétaires, oui. Il y avait des travaux pilotes en quelque sorte et où on a fait des visites sur d'autres propriétaires. Après, on a même eu des propriétaires de d'autres bassins versants qui sont venus voir les travaux sur le projet Life. Donc ça, faut pas hésiter parce que il y a vraiment un panel de plein de types de travaux de restauration de la continuité écologique. Donc, ce qui permet d'avoir une visite un peu pilote, on va dire, parce qu'il y a de la rivière de contournement, du bassin
bassins successifs, des rampes en enrochement, il y a un peu de tout sur la même vallée. Est-ce qu'on a rencontré l'association de protection du patrimoine bâti? Oui, plusieurs fois, pendant des réunions techniques, mais aussi sur le terrain, on leur a fait visiter les travaux qui ont été faits. Combien de réunions sont nécessaires? J'ai envie de dire le plus possible presque. Non, je plaisante. Mais sur les réunions en public, nous, on en a fait deux pour la même vallée, histoire d'avoir un peu tout le monde. Et après, les rencontres individuelles, voilà, c'est constant, il ne faut pas compter. Ça dépend du propriétaire aussi, hein. Nous, on avait des propriétaires qui étaient très demandeurs et qu'on avait pratiquement toutes les semaines au téléphone. Alors, je continue peut-être sur les questions sur le message un petit peu. La BD a-t-elle été utile aussi pour la concertation avec les propriétaires? On leur a donné. Après, je ne sais pas si c'est l'outil qui a permis la concertation. Je dirais que non. Eux, ils avaient plus peur pour leur seuil et ce que ça allait devenir que pour les petites bêtes, en fait. Avez-vous refait un bilan avec les propriétaires après les travaux pour prendre leur avis une fois les réalisations réalisées? Oui, on les appelle encore, même des fois aujourd'hui, pour savoir ce qu'il en est, si ça leur plaît toujours, etc. Alors c'est vrai que on a des personnes qui ont fait des travaux et qui sont pas hyper satisfaits aujourd'hui, mais c'est aussi pour des questions avec le prestataire, ça s'est pas toujours très bien passé, les travaux ne sont pas passés comme une lettre à la poste, donc ça a été un peu plus compliqué. Et après, il y en a qui ont fait les travaux aussi un peu sous la contrainte, parce que grâce au projet Live, c'était pris à 100% en charge, donc ils n'ont rien sorti de leur poche. Et du coup, ils ont plus sauté sur l'occasion, mais ils regrettent un petit peu finalement les travaux. Quel lien avez-vous eu entre la BD et les rencontres avec les propriétaires? Ça leur a été distribué, mais rien de plus. De l'autre côté, est-ce que c'était des ouvrages fournis en titre? Étaient-ils en bon état? On a eu de tout. Ils étaient la plupart tous fondés en titre et on a eu des ouvrages en très très bon état. Et celle-là, on s'est plus tourné vers de la rivière de contournement, par exemple. C'était dans notre clé de choix. Et on a eu aussi une micro-centrale. Donc là, pour le coup, on a fait une passe à bassin. Et on a aussi eu des ouvrages complètement détruits. Donc là, ça a été arasement complet. Avait-il une charge financière à apporter? Non, le propriétaire n'avait aucune charge financière à apporter. En rencontre groupée, vous l'offriez l'apéro. On offrait des jus de fruits, oui, ça plaît bien. Quand il y a des petites choses à grignoter, les gens aiment bien. C'est vrai, c'est un moment convivial après avoir parlé de choses qui fassent se retrouver, ça fait du bien.